L'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. On s'excuse, c'est des petits problèmes techniques qui arrivent, surtout quand le monsieur ne sait pas ce qu'il fait. Alors, une émission consacrée aujourd'hui à la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. On reçoit Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec, Victoria Legault, membre du conseil d'administration et directrice générale par intérim de l'Aide aux trans du Québec, et Camille Esther Garon, présidente du conseil d'administration du GRI Québec, et aussi Marie-Claude Joannis qui nous revient avec sa chronique en toute fluidité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission et balado allié des femmes, une vraie de vraie. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors, c'est le 8 mars, après-demain, mercredi 8 mars, parce que nous, on enregistre et on diffuse en direct le 6 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes, décrétée par l'ONU en 1977. Là, je vais vous faire un petit peu d'histoire parce que c'est important. La date du 8 mars vient de la Russie. Imaginez-vous, qui a été le premier État à souligner cette journée-là. Le 8 mars 1917, à Petrograd, ont eu lieu des manifestations d'ouvrières que les bolcheviks désignent comme le premier jour de la révolution russe. Des femmes ouvrières et épouses de soldats ont réclamé du pain pour leurs enfants et le retour de leurs maris partis au front. Et puis le 8 mars 1921, Lénine aurait déclaré ce jour la Journée internationale des femmes. Bon, il y a un mythe qui est perpétué encore de nos jours en France, que c'est eux qui créent tout après tout, que ce sont eux qui ont créé cette Journée internationale des femmes en 1857, mais ce n'est pas vrai. Alors, cela dit, j'emprunte des appellations à connotation un peu plus chargée, mais que plusieurs mouvements féministes préconisent. Alors, je vais, soit qu'on dit la Journée internationale des droits des femmes ou la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ces appellations visent à dénoncer les opérations de marketing sexiste qui ont lieu à l'occasion du 8 mars. On le sait, là, toutes les compagnies qui nous font des offres parce que c'est la Journée internationale des femmes. Et en fait, d'utiliser la connotation des droits des femmes ou de lutte pour le droit des femmes, bien, ça rappelle que justement, les droits des femmes sont au cœur de cette journée-là. Alors, je vais être un allié aujourd'hui. Et j'ai décidé que je vais parler le moins possible. Parce qu'après tout, je suis un homme, je suis une personne homme cisgenre, je me reconnais là-dedans. Et un bon allié, parfois, ben, apprend à se la fermer et à laisser parler les personnes qui s'identifient femmes. Alors, je vais vous présenter mes invités et je vais les lancer sur une question, puis on va aller avec ça. Alors, d'abord, Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'ATQ, l'Aide aux trans du Québec. Vous dites-vous encore trans aux personnes trans du Québec? On dit encore trans, Okay. C'est toute une question. D'accord, ça fait que je ne changerai pas ça. Et aussi directrice générale par intérim. Et on rejoint par Zoom, on la voit nous en studio avec son très joli sourire, Camille Esther Garon, qui est présidente du conseil d'administration de GRI Québec. Dans ce premier bloc de discussion, j'aimerais ça vous lancer sur c'est quoi être une femme de la diversité des orientations sexuelles et de genre en 2023. Je lance la question. C'est une grosse question. Alors, c'est Tara qui commence. Bon. En fait, c'est de vivre avec plusieurs croisements, plusieurs expériences. Donc, déjà de vivre en tant que femme, c'est sûr qu'ils ont encore... On a un petit problème de micro. Est-ce qu'on l'entend pas bien? Bon, alors, ce que je vais faire, je vais me rapprocher avec le mien. Okay. Voilà. Parfait. Ouais. Est-ce qu'on m'entend, là? Ah, j'entends l'écho. En fait, je pense pas qu'on peut parler d'une expérience homogène ou qu'on peut décrire une expérience spécifique à être femme de diversité sexuelle ou de genre. Je pense qu'il y a beaucoup de croisements, mais ce qu'on peut certainement dire, c'est qu'il y a quand même une complexité, une intersection particulière à être située à l'intersection d'une orientation sexuelle minoritaire, d'une orientation de genre minoritaire. Et donc, il y a beaucoup de défis structurels, de défis au niveau de la visibilité, d'enjeux systémiques, d'enjeux encore économiques qui affectent les femmes qui sont dans ces femmes et les personnes non binaires qui sont dans ces intersections-là. Oui. Qui veut continuer? Victoria, oui. Oui, en fait, j'étais pour dire que pour aller, je dirais pas à contre-courant, mais en fait, j'ai envie de dire que les femmes trans n'ont jamais profité
d'autant de visibilité qu'aujourd'hui, en 2023. Mais évidemment, je pense quand même que c'est une arme à double tranchant. C'est une visibilité qui nous rend encore plus vulnérables aux attaques. On s'attaque à nos droits, on s'attaque à notre dignité. Puis je pense qu'il y a un gros parallèle à faire avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Depuis les derniers jours, on parle de certains commentaires là, qui ont circulé, par exemple, je crois que c'était la semaine dernière ou ce week-end à la Conservative Political Action Conference aux États-Unis, lorsqu'un commentateur politique a dit qu'on devait carrément éradiquer la transidentité de la sphère publique. On l'interprète comme on veut, mais évidemment, je pense que cette visibilité-là nous expose à de plus en plus de haine également. Camille Esther. Je dirais, OK, je dirais qu'être une femme issue de la diversité sexuelle, la pluralité des genres, c'est avant tout une première étape de reconnaître notre intersectionnalité. Je pense qu'en cette journée, nous ne pouvons pas se dire que nous sommes pour le droit de toutes les femmes si on n'est pas intersectionnel. Et je pense en tant que tel qu'il y a énormément de travail à faire, notamment aussi auprès, que ce soit dans les milieux féministes, mais aussi au sein de notre propre communauté LGBTQIA2+, pour reconnaître les plusieurs intersections qui sont à la fois de personnes racisées, de classe sociale, et notamment aussi de diversité sexuelle et pluralité des genres. Je pense aussi que qu'est-ce que ça représente être une femme? Je pense que ce n'est pas à... Je trouve que les expériences sont très différentes. Les expériences sont uniques et elles sont valides. Et que surtout dans nos communautés, qu'on doit s'assurer de respecter aussi, de valider l'expérience et les vécus que cette femme-là, comment elle souhaite se représenter aussi. Et ça l'amène à 2 points. Ça l'amène à un premier point, de s'assurer de démystifier aussi, de déconstruire la définition de qu'est-ce que c'est être femme dans une société hétéronormative, et aussi de s'assurer de reconnaître et de mettre de l'avant les luttes et les enjeux des femmes trans, notamment des femmes noires trans. Donc ça, c'est un point pour moi qui est très important. J'ai vu des têtes. Allez-y. Totalement, totalement. En fait, C'est Victoria qui parle, oui. Oui, exact. En ce qui concerne justement, comme Camille Esther disait, les femmes trans noires, on le sait qu'elles font partie des personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables de la communauté, se retrouvant justement à plusieurs intersections. Elles sont vraiment propices à être victimes, à être ciblées en fait par différentes attaques. Que ce soit physique, que ce soit psychologique, sur leurs droits ou sur leur intégrité. Oui, c'est définitivement une réalité qui est bien présente. Oui, puis je trouve ça intéressant pour rebondir un peu sur, Victoria, ce que tu disais tantôt, tu sais, la visibilité comme précondition de surveillance. Tu sais, être visible, ça veut aussi dire être plus discipliné, être plus surveillé, puis plus un corps se situe à l'intersection de la marginalité, plus il va être reconnu comme autre et plus il y a des risques de violence. Et notamment, tu sais, les femmes de la diversité sexuelle vont être plus à risque de violence et encore plus poussées quand cette femme s'identifie aussi comme trans, encore plus poussée, encore une fois, aux États-Unis. C'est ça le cas vraiment des femmes noires racisées. C'est vraiment les taux de meurtre sont vraiment extrêmement, extrêmement élevés. Exactement, exactement. En fait, j'ai même récemment lu une étude, que je serais pas capable de citer comme ça, mais qui disait, en fait, je pense que l'espérance de vie moyenne d'une femme trans noire aux États-Unis était d'environ une 30aine d'années, étant donné que elles sont tellement la cible de violences physiques, même voire de meurtres, là. C'est quand même, c'est révoltant, là, ces chiffres-là. Oui, vas-y, Camille Esther, ouais. Puis si je peux me permettre, notamment, là, je trouve que c'est super comment on apporte la discussion aussi. Puis c'est important aussi de réaliser que nous-mêmes, on a nous-mêmes des certaines formes de privilèges. Et quand on parle d'intersectionnalité, c'est important que le public réalise que ce n'est pas, j'ai 3-4 couches, 3-4 cordes dans mon arc, donc je suis peut-être plus dans une situation, alors que l'intersectionnalité, c'est des choses qui sont simultanées. Par exemple, oui, je suis une personne issue de la communauté LGBT, mais je reconnais mon privilège de straight passing. Moi, je sais que quand je m'en vais dans la rue, les personnes me dévisagent pas ou me regardent pas croche, je vais essayer de pas me remettre en question ou, comme on dit, me déname, essayer de mettre un nom que pour moi, je n'utilise plus, OK, pour justement assurer, OK, puis de respecter
faciliter mettons, une transition d'une personne trans. Je ne veux pas parler au nom d'une personne trans, mais je trouve que c'est important d'assurer ça, tout comme cet aspect intersectionnel en tant que tel des personnes racisées, des personnes noires et autochtones que ces personnes-là peuvent vivre. Et je trouve que c'est important aussi que dans nos communautés, notamment des communautés LGBTQIA2+, que nous-mêmes, on puisse faire le travail de construire, déconstruire et de reconstruire ensemble. Donc, on dit un peu le principe de apprendre, désapprendre et réapprendre parce que ce n'est pas nécessairement parce qu'on est issu de la diversité ou de plusieurs diversités qu'on n'est pas immunisé de dire des propos qui peuvent faire du tort ou qui peuvent, mettons, vexer d'autres personnes. Donc, je trouve que c'est important aussi de pouvoir faire notre travail et notamment à l'extérieur, notamment de nos communautés, c'est aussi le travail de vaincre la question de l'hétéronormativité, de la cisnormativité et je trouve que pour faire ce travail-là, ça prend pas uniquement juste les communautés LGBT notamment, mais aussi de toutes les autres communautés. Je trouve que cette plateforme-là amène à ça et notamment d'apporter plusieurs diversités au sein de nos propres communautés pour vraiment être capable de se comprendre l'un et l'autre et l'une et l'autre notamment. Vous voulez rebondir? Il reste 2 petites minutes. Oui, exactement. Ben en fait, même, j'ai envie de dire, parmi les femmes trans, il y a certains privilèges dont certaines femmes trans profitent par rapport au cispassing. On en parle, le cispassing, en fait, c'est... Juste, ça me permet, je vais interrompre. Oui, Cispassing, c'est-à-dire quelqu'un qui paraît comme étant une personne qui n'est pas trans. Exactement, ça pourrait être une femme trans donc qui est capable de se fondre, j'ai envie de dire, dans la masse avec les femmes cis. D'accord. C'est vraiment une forme de privilège en fait de passer, de pouvoir passer inaperçu comme ça d'une certaine manière, puis par exemple pour faire un autre parallèle justement avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a aussi l'État du Tennessee dans les derniers jours qui a adopté une loi interdisant les drag queens dans les lieux publics. Puis il y a énormément de femmes trans qui sont inquiètes de ça parce que là, on se pose la question, en fait, comment est-ce que cette loi-là va être interprétée? Il y a des policiers qui pourraient voir une femme trans qui n'est pas passing dans un lieu public et interpréter ça comme une drag queen sur un lieu public. Puis, est-ce que cette femme trans-là pourrait courir le risque de se faire arrêter? Fort probablement, puis c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois, en fait. C'est extrêmement inquiétant. Un dernier mot avant la petite pause? Je ne saurais pas quoi rajouter à ces propos extrêmement pertinents, mais peut-être que je dirais juste que c'est important, un peu comme Esther disait tantôt, de vraiment se questionner sur ces privilèges-là au sein de nos communautés. Donc, par exemple, c'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté lesbienne ou lesbi-queer qu'on va pas nous-mêmes perpétrer d'autres formes de privilèges. On peut parler de la transphobie, notamment dans les milieux lesbiens. Donc, c'est quelque chose de très présent. Des fois de discrimination, de racisme, de mécompréhension aussi envers des personnes qui ont des normes de coming out différentes. Donc, par exemple, qui ne vivent pas le coming out, qui ne veulent pas vivre ou articuler le coming out de la même façon. Donc, vraiment, la blanchité du coming out, cette espèce d'idée que le coming out se fait d'une certaine façon, qu'on n'a pas à concilier ça avec notre famille. Donc, il y a d'autres personnes issues de d'autres milieux qui fréquentent les milieux lesbi-queer qui ne le vivent pas comme ça. Donc, de ne pas imposer dans une perspective intersectionnelle, une seule façon de vivre la sexualité ou le genre. En bref. Le Parlement ougandais examine une nouvelle proposition de loi contre les actes homosexuels. Des actes qui, rapporte l'agence France-Presse, se propagent dans le pays selon des théories conspirationnistes évoquant des forces internationales à l'œuvre dans l'ombre pour promouvoir les droits des personnes LGBT+, dans les écoles. Les relations homosexuelles sont déjà illégales en Ouganda. Or, durcir la législation ne ferait qu'empirer le harcèlement et les discriminations contre les gens qui sont particulièrement vulnérables, a commenté Frank Mugisha, directeur de Sexual Minorities Uganda, la principale organisation de défense des LGBT+, en Ouganda, organisation interdite depuis l'année dernière. En 2014, un tribunal ougandais avait bloqué un projet de loi similaire, approuvé par les députés et signé par le président, qui voulait punir les relations homosexuelles de prison à vie. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors, de retour avec nos invités, Tara Chanadi, directrice générale Réseau des lesbiennes du Québec, Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'ATQ, l'aide aux trans du Québec, et également directrice générale par intérim, et Camille Esther Garon, qui est présidente du conseil d'administration du GRI Québec, qui nous rejoint d'ailleurs par Zoom. J'aimerais peut-être vous lancer sur peut-être quelque chose de plus personnel. J'aurais peut-être dû commencer comme ça, mais je pense que je vais commencer par toi, Camille Esther. Comment tu vis, toi, cette situation d'être une femme d'une minorité
queer et, je peux le dire, d'une minorité aussi racisée? Je vous dirais, OK, que comment je le vis, pour ma part en tant que telle, je reconnais que j'ai quand même un certain privilège de classe sociale auquel, concernant la question de mon emploi, concernant, OK, fait que c'est ça qu'on parle de reconnaître ce privilège-là. J'ai cette capacité-là de pouvoir avoir une plateforme, avoir eu l'accessibilité à avoir accès à l'éducation nécessaire, universitaire, tout ça. Donc, pour moi, dans ma vie de tous les jours, je suis capable de pouvoir m'exprimer, je suis capable de pouvoir mettre mon point à terre dans des éléments. Et ça, c'est un autre point qui est important aussi, c'est que c'est facile de pouvoir dire, par exemple, il faut prendre notre place, mais encore une fois, qui a l'espace pour prendre sa place, qui est dans un milieu sécuritaire pour le faire, et ça, je suis très reconnaissante de pouvoir le faire. Cependant, comment je vis cette expérience-là, c'est en tant que tel, souvent qu'on vit dans cette forme d'intersection, on doit toujours en tant que tel essayer de se valider pour légitimer qu'on a notre place. Donc, quand c'est dans des espaces, dans les communautés noires, il y a beaucoup un enjeu de patriarcat et il y a un enjeu notamment beaucoup d'homophobie et de transphobie. Donc, on doit assurer de faire notre preuve que quand on parle d'homophobie et de transphobie, on ne divise pas les communautés noires, mais on met de l'avant et on soulève des enjeux qui ont été invisibles pendant trop longtemps. Quand on s'avance souvent dans les milieux féministes, mais c'est souvent représenté par des femmes à la peau blanche. Donc, c'est de là aussi qu'on essaie de prouver cette marque-là, qu'on essaie de prouver ça en tant que personne racisée, en tant que personne noire, en tant que personne queer. Et encore, l'hétéronormativité et ainsi que l'enjeu du racisme mais malheureusement pas absent notamment. Et c'est la même chose concernant dans les communautés LGBT. Ben, dans les communautés LGBT, qui sont souvent représentées, c'est en fait des hommes blancs gays. Maintenant, soyons clairs. Le but, ce n'est pas d'invalider la bataille que ces personnes-là ont faite. D'ailleurs, c'est extrêmement important et il faut une diversité intergénérationnelle. Mais malheureusement, il y a encore des enjeux de racisme, il y a encore des enjeux de fétichisme. Il y a encore des enjeux aussi auxquels, parfois, être une personne racisée, on doit essayer de faire notre preuve et on est souvent la seule personne dans la pièce, la seule personne noire dans la pièce. Donc, à la fois, je vois ça comme étant, parfois, ça peut être un enjeu et un obstacle, mais je vois ça aussi comme étant une opportunité que je puisse sensibiliser parce que j'ai le privilège d'avoir une plateforme, mais aussi l'éducation, puis aussi l'endroit sécuritaire pour le faire, ce qui n'est pas le cas pour d'autres de mes collègues, il y a d'autres femmes queer et trans qui sont parfois dans des régions, dans la ville de Québec, qui n'ont pas nécessairement l'opportunité de pouvoir faire ça. Fait que ça, je souhaite toutefois le nommer, puis c'est important de le nommer dans des situations comme ça ou dans des entrevues ou dans des plateformes qu'on est. C'est intéressant ce que dit Camille Esther. Des fois, on a l'impression que quand on a un privilège, peut-être qu'on peut aussi l'utiliser pour, moi, j'aime pas dire de donner la voix ou d'élever la voix, juste monter le volume, qu'on entende un peu mieux les gens qui sont moins entendus. L'invisibilité, puis je me demande peut-être pour toi, Tara, qui est une femme, je ne te l'ai pas demandé, mais j'imagine une femme lesbienne. Oui, je m'identifie comme lesbienne. Mais j'aimerais savoir, pour toi, là, cet enjeu-là, comment ça joue dans ta vie? Je pense que c'est intéressant ce que Camille Esther vient de soulever avec les régions. Tu sais, je pense que c'est très différent être lesbienne aujourd'hui à Montréal en 2023. Tu sais, être une lesbienne cis, blanche, moi aussi, qui a un background de classe moyenne, donc avec les mêmes privilèges d'éducation. Donc, je pense que c'est très, très différent que beaucoup d'autres communautés en région. Donc, ce qu'on note aussi, je pense que quelque chose qu'on n'a pas encore nommé, c'est l'agisme parfois aussi. Il y a beaucoup de femmes lesbiennes plus âgées aussi qui n'ont pas les mêmes privilèges économiques aussi. Donc, moi, c'est un cheminement que j'ai beaucoup fait quand j'ai commencé à cheminer dans le milieu LGBT, disons en 2013-2014. J'étais tellement sûre de moi, j'étais tellement... je parlais des discriminations, je pensais que j'avais raison, j'avais jamais à me remettre en question, puis c'est en cheminant avec ma directrice de thèse qui un jour s'est assise avec moi puis m'a dit « Tara, tu te rends compte que tu fais de l'agisme, tu sais, comme, OK, tu vas dénoncer, tu vas arriver, puis tu vas te parler de la transphobie, tu vas parler de la lesbophobie, tu vas parler du racisme, mais tu vas dire des propos problématiques envers les personnes plus âgées. » Donc, ça a été moi-même un cheminement de me rendre compte de, comme, moi qui pensais j'étais tellement woke, j'étais tellement illuminée, puis de me rendre compte que moi aussi, je faisais des propos super problématiques. Puis ça, c'est quelque chose qui m'aide encore à cheminer aujourd'hui. Je suis tout le temps en train d'essayer de penser, puis je pense que c'est quelque chose qu'on doit chacun continuer de faire. Tu sais, où sont nos angles morts, tout ça, puis on en a tout le temps, constamment, puis c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais de faire. Donc peut-être que ça, c'est le petit point que je pourrais partager par rapport à mon expérience personnelle.
Puis je voulais juste, Oui, attendez, je oui, voulais Camille juste te Esther. dire, Tara, qu'est-ce que tu apportes là? Moi aussi, j'ai un mea culpa, puis je pense qu'on a tout ça parce que moi, quand j'étais à l'université, j'avais pas encore fait mon coming out, puis j'avais vu un TikTok de Mhm. Kimberly Crenshaw sur l'intersectionnalité. Donc, moi, il y avait juste le genre et la couleur de la peau. Donc, Mhm. mea culpa aussi de pas, de pas avoir fait autant le travail. Mais je pense que ça fait partie aussi de notre évolution, puis qu'on n'a Mhm. pas à se sentir mal, mais ça fait partie de notre évolution, puis d'être capable de reconnaître que je n'étais pas au courant de ça, je n'étais pas prête à ça, ou je dois Mhm. continuer à apprendre. Puis c'est de là aussi cette importance-là, puis la discussion qu'on doit avoir ce Mhm. soir. C'est Victoria. super pertinent comme sujet parce que c'est vrai que même en tant que personne queer, je veux dire, on a nos propres biais aussi. Il y a tout ce que la société, notre éducation nous a inculqué, j'ai envie de dire, ce qui est bien ancré là, dans les mœurs qu'on est en train de peut-être revisiter d'une certaine manière. Moi, je dois dire, en fait, je suis natif de l'Abitibi-Témiscamingue, donc je viens d'une région. On t'en voudra pas pour ça. Mais étant donné qu'on parlait de région, en fait, je tenais à dire oui, c'est vrai. Je suis vraiment. En fait, c'est vrai qu'il existe des bonnes différences, tu sais, entre une ville comme Montréal, l'acceptation, puis tout ça, faire son coming out à Montréal, faire un coming out en région, c'est pas la même chose. Il y a des réalités bien différentes. Pour ma part, je dois dire que ça s'est très bien passé. Je fais vraiment partie, je pense, des personnes trans privilégiées, j'ai envie de dire, les personnes, oui, c'est ça, les femmes trans privilégiées de notre communauté. Puis j'en suis hyper reconnaissante. J'ai le soutien de ma famille, de mon cercle social. Juste ça, c'est un énorme privilège qui fait toute la différence dans le parcours d'une personne trans. Puis à la TQ, justement, depuis que je m'implique là-bas, puis dans mes implications sociales qui remontent à quelques années, je veux dire, j'ai rencontré des personnes trans, des femmes trans qui vivaient bien plus de difficultés que moi. Euh, il y a énormément de femmes trans qui vivent encore aujourd'hui dans la précarité financière, qui vivent dans des situations par exemple, de violence conjugale, j'ai envie de dire. Puis c'est un cercle vicieux, on le sait là, quand une personne est prise parfois dans un cercle de violence conjugale, il y a aussi donc toute la question financière qui entre en jeu pour réussir à briser ce cercle-là, quitter ce milieu-là. Puis donc oui, je suis très reconnaissante envers la vie, j'ai envie de dire. Une des choses, moi, que je voulais me permettre, parce que je trouve que ce serait important d'en parler, euh, la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, ça souligne, c'est une journée dans l'année, ça devrait être tous les jours, je sais, tout le monde dit ça, c'est un peu cliché, mais on a toujours cette idée que les femmes sont invisibilisées en général dans nos sociétés, dans nos communautés queer, le sont-elles également, et c'est quoi la réalité, là? On peut juste penser au village qui est comme entièrement dominé par les hommes gays. Tu sais, sais-tu que c'est une question il est où notre bar lesbien? Tu sais, c'est bon, en tout cas, il y a deux bars qui ont des propriétaires lesbiennes queer à Montréal, mais tu sais, ils sont où nos espaces? C'est dur. Tu sais, moi, je me rappelle quand je voulais commencer à sortir, quand j'avais genre 16-17 ans, puis je cherchais mes repères, puis j'avais aucune idée. Tu sais, je me promenais dans le village, puis je voyais juste des hommes en chest partout. J'étais comme, elles sont où? Tu sais, sont où les femmes? C'est difficile d'avoir aussi un rapport à la sexualité positive en tant que femme. Tu sais, les hommes ont des espaces de cruising. Avec les femmes, c'est plus dur à trouver, surtout bon, au début, quand les applications n'étaient pas aussi développées. Là, c'est sûr que ça change un peu, mais tu sais, si on fait juste penser à ça, le village, puis le manque de visibilité des femmes là-dedans, je pense que ça en dit déjà beaucoup. D'accord, oui. Victoria ou Camille? Je trouve que, je trouve, OK, que c'est vraiment intéressant. Tu sais, on parle, tu sais, du village, tout ça, puis qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'on est quand même en 2023. Il y a quand même eu beaucoup de choses quand même beaucoup de travail qui ont été faits, mais encore, la représentation, c'est beaucoup des hommes blancs gays cis. Puis, encore une fois, puis ça, c'est quelque chose d'important qu'on doit mettre de l'avant. Le but, c'est pas de les... Le but, c'est pas de culpabiliser puis de dire tassez-vous, c'est pas ça. Le but, c'est de dire, est-ce que les personnes qui sont souvent représentées au sein de la communauté LGBT sont prêts à faire le travail aussi de déconstruction lorsque d'autres sont prêts à mettre de l'avant leur cause? Et je donne par exemple que là, on parle de LGBT, mais
par exemple, les enjeux intersexes. Il y a de plus en plus d'enjeux intersexes qui sont placés de l'avant de personnes qui ont vécu des violences. Est-ce que nous, on est prêts à faire ce travail-là? Est-ce que nous, on est prêts à faire ce travail-là, notamment lorsqu'il est temps de parler d'enjeux de personnes trans? Et juste, par exemple, de donner un exemple, je pense que c'est il y a quelques années, durant la Pride de Toronto, il y a eu en même temps dans la Pride de Toronto une manifestation du Black Lives Matter. Là, je ne veux juste pas me tromper, je m'assurer que c'est Toronto. Et souvent, les gens ne comprenaient pas. C'est sûr qu'on peut revoir la façon comment ça a été fait, mais le message qui a été envoyé, c'était les personnes noires, on est invisibles au sein de nos communautés LGBT. Et c'est la même chose aussi, notamment lorsqu'il y a eu les enjeux en tant que tel du Black Lives Matter. Donc, quand, par exemple, quand il y a eu les mouvements du Black Lives Matter, beaucoup de personnes se sont levées debout pour George Floyd, et ce qui était d'ailleurs très excellent et super. Cependant, ce qu'on a oublié, c'est que 2 semaines après, il y avait eu 3 meurtres, notamment de 2 femmes noires trans et d'une personne non-binaire. Et ça, l'énergie n'est pas la même. Fait que c'est de savoir, oui, nous, on met de l'avant, mais est-ce que les personnes de nos propres communautés qui ne vivent pas ces réalités-là sont prêtes à faire le travail, autant LGBT, autant notamment racisés, puis autant tel pour les personnes cis? Et en fait, c'est arrivé également lors de la Pride de la Fierté à Montréal, le défilé, je pense, de 2019 ou 2020, je me rappelle. Non, 2019, parce qu'il n'y a pas eu de défilé en 2020. Ça s'est passé à Montréal Ça s'est passé également à Montréal. Je pense que ça s'est passé un peu partout, Camille Esther, je suis pas mal certain. Nous, on s'en va vers la pause de la demi. On va vous revenir avec la discussion. Je rappelle donc nos invités. Tara Chanadi, directrice générale Réseau des lesbiennes du Québec. Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'ATQ, Aide aux trans du Québec. Et Camille Esther Garon, qui est présidente du conseil d'administration du GRI Québec, qui nous rejoint par visioconférence. Alors, on va faire une petite pause et on va revenir. On va ajouter notre chroniqueuse, Marie-Claude Joannis, qui va nous parler dans toute fluidité, qui va se joindre à nous. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Alors, n'oubliez pas de nous écrire pour emporter un T-shirt gracieuseté de lgbtvoyage.ca. Le tirage, c'est la semaine prochaine. Donc, envoyez votre nom et numéro de téléphone à l'adresse suivante. Donc, heureciel, en un seul mot en minuscule, heureciel@outlook.com. Les personnes gagnantes seront donc annoncées la semaine prochaine. Et nous, on s'en va vers la deuxième partie de cette émission. On va continuer notre discussion donc sur cette journée sur les droits des femmes et s'ajoutera à la conversation Marie-Claude Joannis qui nous parlera de féminisme intersectionnel à sa chronique En toute fluidité. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Une émission spéciale aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je dis bien de lutte pour les droits des femmes et non pas la Journée des femmes, même si c'est le nom officiel. On va arrêter de laisser le commercialisme prendre ça en main. Alors j'utilise ce que beaucoup de féministes utilisent. Et en cette deuxième demi-heure, donc, on va vraiment s'attarder à ce qui nous manque, ce qu'il faut faire, les grands problèmes. Et tout ça va commencer avec Marie-Claude Joannis qui va nous parler du féminisme intersectionnel à sa chronique En toute fluidité. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Alors, je vous répète donc les noms de nos invités à cette émission spéciale sur la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'Aide aux trans du Québec, la TQ, également directrice générale par intérim. Camille Esther Garon, présidente du conseil d'administration du GRI Québec, qu'on rejoint à Québec. Et là, s'ajoute à nous Marie-Claude Joannis, notre travailleuse sociale préférée, qu'on rejoint à Kamouraska. Salut! Allô, allô! Ah, Alors, je suis très contente de parler de féministes intersectionnels avec vous. C'est quelque chose de très important. oui, parce que, monsieur, en fait, là, vous savez qu'on utilise un gros mot. Hein, monsieur Legault n'aime pas ce mot-là. Hein. Féminisme intersectionnel, féminisme intersectionnel. Et c'est intéressant parce que ce week-end, je voyais féminisme universel, féminisme intersectionnel. Alors, qui de mieux pour parler de tout ça que Marie-Claude, qui est notre experte dans sa chronique en toute fluidité. Alors, c'est quoi, Marie-Claude? On en a parlé un peu à l'émission, on a commencé à en donner une certaine définition, mais c'est quoi le féminisme intersectionnel? Alors, tout d'abord, Denis Martin, merci pour tes beaux compliments, mais je ne suis surtout pas l'experte de féminisme intersectionnel étant une femme blanche scolarisée. Alors, je ne le suis certainement pas. Par contre, je peux quand même donner peut-être quelques bases. Et si mes collègues là, veulent bonifier ou si je dis quelque chose qui n'a pas d'allure, je vais être bien contente de me faire corriger. Ben vas-y, alors, donne-nous cette définition, parce que j'ai vu que tu as fait une grande recherche, en fait. C'est vraiment, vraiment intéressant. Oui, ben, c'est sûr que c'est quelque chose quand même qu'on connaît. Donc, le féminisme intersectionnel. L'analogie, là, c'est vraiment, tu sais, quand on se promène en voiture, OK, il y a des intersections. Si on arrive, par exemple, à un rond-point, puis qu'il y a plusieurs voitures ou plusieurs voies, donc, évidemment que moi, en tant que femme blanche, si je roule dans la voie principale avec ma voiture et que j'ai pas à tourner ou à couper d'autres voitures, ça va être plus facile pour moi, même s'il y a un bouchon de circulation, d'avancer et de me rendre où est-ce que je veux arriver. Par contre, si on est une femme racisée, si on a des handicaps physiques, si, par exemple, on est plus âgé, si on a un poids qui n'est pas dans les normes de l'endroit où est-ce qu'on vit, etc. Alors là, c'est comme si on voulait prendre l'autoroute avec les autres, mais qu'on avait beaucoup d'autres embûches. Donc, on arrive de voies, on doit couper d'autres voies. Il y a beaucoup plus de voitures, OK, vous comprenez, beaucoup plus difficile d'arriver au même point. Alors, c'est ça le féminisme intersectionnel. En fait, c'est de dire qu'on ne peut pas seulement se fier au genre d'une personne. Quand on parle de féministe, il faut penser qu'il y a des femmes, des personnes non binaires, tout ça qui sont confrontées à d'autres critères là, voyons, je cherche mes mots, d'exclusion Oui. ou de difficulté. Donc, on parle de la sexualité, d'être racisé ou pas. Oui, voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs de discrimination, de marginalisation. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est remis en question présentement. Je ne vais pas trop te lancer là-dessus, parce que ça va être quelque chose qu'on va discuter un peu plus tard, mais c'est beaucoup remis en question parce qu'il y a des gens qui croient que le féminisme doit être universel. Mais parlons justement de cette histoire du féminisme qui nous a amenés où on est présentement. Alors, ça va être dur de faire une histoire complète, mais je peux vous dire peut-être un petit peu au Québec, rappeler des dates, hein, des fois ça frappe un peu. Donc, seulement le droit de vote là, des Canadiennes, c'est seulement depuis 1918. Hein, on a fêté les 100 ans, ça fait pas longtemps. Les études supérieures, l'accès pour les femmes aux universités, c'est dans les années 60 seulement. Donc, on a eu en 1969 là, le courant qu'on appelle plus féministe radical. En fait, ce qui était très radical, c'était pour les femmes d'aller dans les tavernes ou des choses comme ça, donc d'aller dans des lieux qui étaient plus typiquement masculins. Ensuite, le congé de maternité de 18 semaines, ça c'est depuis 1978 seulement. L'avortement est devenu un droit protégé là, par la Charte canadienne en 1991. L'équité salariale, la loi, alors ça ne veut pas dire que c'est atteint, attention, mais qu'il y a eu une loi qui oblige les employeurs à regarder ça, c'est depuis 1996. On a eu le courant là, en 2015, agression sexuelle non dénoncée, pardon. L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones. Donc là, on tombe dans quelque chose qui est plus intersectionnel. Donc, les filles autochtones disparues, assassinées, c'est 2016. C'est hier.
Mhm. OK? Et en 2017, on a eu la Fédération des femmes du Québec qui a élu sa première femme présidente trans. Et ça a été un immense défi, donc, qu'elle n'a pas pu compléter son mandat parce que ça a été difficile. Donc, on mettait toujours de l'avant le fait que c'était une femme trans. Elle avait de la difficulté là, à pouvoir régler les autres mandats, mais quand même, elle a été élue. On voit bien hein, qu'il y a encore que le chemin accompli. Elle semble si peu finalement, il n'y a pas si longtemps, puis il en reste beaucoup à accomplir. En fait, je vais te demander, Marie-Claude, de nous parler des enjeux féminisme en 2023. Et si vous voulez les autres intervenir, parce que je pense que ça va vous parler, allons-y avec ces enjeux féministes 2023. Bon, alors, il y en a une tonne. Je ne pourrai pas toutes les nommer. Vous pourrez les dire. Alors, oui, le féminisme est encore très important en 2023. Le féminisme intersectionnel, ce qu'il nous dit, c'est que oui, il y a des avancées. Par contre, ces avancées-là, pour les femmes racisées, les femmes autochtones, les gens avec des handicaps, etc., les avancées sont beaucoup moins importantes. Par exemple, au niveau de l'écart salarial. Donc, les femmes moyennes, comme par exemple moi, on gagne à peu près 89%, donc au même nombre d'heures de travail, etc. 89% du salaire des hommes. Donc, l'équité salariale n'est pas atteinte. Pour les femmes racisées, on tombe à 59,3%. OK? Donc, évidemment, c'est beaucoup plus bas. Pour ce qui est des agressions à caractère sexuel, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est une femme sur 3 canadienne qui subit une agression sexuelle avant l'âge de 20 ans. Et évidemment, le taux d'agression sexuelle augmente énormément pour les personnes handicapées. C'est environ 2 fois plus élevé, les femmes autochtones, les femmes racisées. On a le très triste chiffre de 160 féminicides au Canada. Ça, c'est 2020. 2 femmes trans parmi le lot. Et on a monté à 173 en 2021. Donc, il y a une augmentation. Féminicide, il faut savoir que c'est meurtre envers conjoint-conjointe, meurtre violent. Donc, et les femmes trans, c'était vraiment lié à leur identité. La traite de personnes, c'est encore une réalité qui est très importante. Et évidemment, c'est beaucoup des femmes autochtones. On le sait, hein, les femmes autochtones disparues, assassinées en fait partie. Les femmes noires et racisées, beaucoup de femmes immigrantes et beaucoup de personnes de la communauté de LGBTQIA+. Donc, c'en est quelques-unes et malgré tous ces chiffres alarmants, il y a le financement là, pour les organismes communautaires là, dédiés aux femmes a baissé là, énormément de 2005 à 2015. Donc, et plusieurs organismes ont dû fermer. Là, je vois dans les yeux de Camille Esther, je vois la fumée un peu sortir, là. Je pense que tu veux interagir. Non, mais tout d'abord, merci beaucoup, Marie-Claude, de ta prise de parole. Je voulais quand même faire quelques commentaires là-dessus par rapport au côté historique. C'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu apportes. Puis quand on parle de l'enjeu intersectionnel, c'est d'être capable de reconnaître ces enjeux historiques-là. On a parlé du droit de vote des femmes au Canada, on a parlé le droit de vote aussi au Québec est en 1940. Ce qu'il faut réaliser, c'est que les femmes autochtones n'avaient pas ce droit de vote-là. Les femmes autochtones étaient encore pris dans des réserves et dans la plupart d'entre elles, dont leurs enfants étaient mis dans des pensionnats. C'est important aussi de réaliser que pendant que d'autres femmes, justement, avaient le droit de vote, avaient accès, justement, à un aspect économique autant que les hommes, ben, en Nouvelle-Écosse, il y avait une certaine forme de ségrégation sociale qui se faisait par rapport aux personnes noires et dont les femmes noires étaient incluses. Et c'est de là que vient le billet de $10 de Viola Desmond. Donc, je trouve que c'est vraiment pertinent parce que quand on voit les aspects historiques, qui est d'ailleurs très pertinent, ben, ça réalise aussi que ben, il y en a d'autres qui n'avaient pas ces droits-là nécessairement. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important de nommer parce que justement, quand on parle de droit de vote, quand on parle d'accessibilité auprès des femmes, ben, la plupart du temps, c'est souvent des femmes blanches. Mais encore, le droit de vote des femmes au Canada, ben, les femmes autochtones étaient dans des situations aussi, ben, je veux pas trop m'avancer, mais n'avaient pas le droit de partir comme on dit aujourd'hui, des réserves, mais qu'on appelle aujourd'hui des communautés. Fait que ça, c'est juste un point que je trouvais intéressant de nommer. Et un autre point aussi que je trouve aussi pertinent, c'est l'aspect de l'intersectionnalité en 2023 et donc pourquoi justement certaines sphères politiques ne veulent pas reconnaître cet aspect intersectionnel, mais ça veut dire aussi c'est de reconnaître que
parfois, il y a certains acteurs politiques qui sont responsables aussi de ces barrières systémiques envers d'autres femmes qui, par exemple, ne peuvent pas avoir certains emplois, n'ont pas accès nécessairement à la même possibilité que d'autres femmes. Donc ça, je trouvais ça quand même important de le nommer. Puis merci beaucoup pour la chronique, Marie-Claude, c'était très apprécié. Je vois Merci pour les ajouts qui sont effectivement très, très, très importants de mentionner. Je pense qu'il y avait... Victoria, je voyais que toi aussi, tu voulais réagir. Ben, en fait, j'avais envie de rebondir sur ce que Marie-Claude disait concernant justement la démission de la présidente de la Fédération des femmes, qui était Gabrielle Bouchard, une femme trans. Puis en fait, c'est super intéressant justement de prendre conscience que c'était, je veux dire, elle est arrivée là, elle a été élue, elle est arrivée là démocratiquement, puis malgré tout, ça démontre que même si certaines femmes trans ont des privilèges, moi, c'est quelque chose que tout à l'heure, je disais donc que je me trouve très chanceuse, mais je dois dire que j'ai souvent le sentiment, en tant que femme trans, de devoir en faire plus pour être tout autant considérée, respectée, que ce soit même dans la communauté LGBT. Puis je pense qu'il s'est passé exactement la même chose là, en fait. Probablement qu'elle sentait que peu importe ce qu'elle allait faire, c'est comme si son travail n'allait jamais être équivalent au travail qu'une femme cis aurait pu accomplir finalement à la présidence de la Fédération des femmes. Tara? J'aurais beaucoup de choses à rajouter. Je pense qu'on a vas-y. On a du temps. On a du temps. On devait faire une petite pause, puis je pense qu'on va la sauter. On continue. Ben, tu sais, ça me fait penser aussi avec tout le fait qu'on considère moins le meurtre des femmes autochtones, le meurtre des personnes transracisées qu'on parle depuis le début. Il y a un concept que je trouve très intéressant qui me revient tout le temps en tête durant notre discussion, c'est le concept de non-grievable lives, donc des vies qui ne méritent pas d'avoir un deuil. Donc, c'est un concept qui avait été développé par la théoricienne, mais maintenant le théoricien Judith Butler, qui dit que, dans le fond, il y a des vies qui sont tellement aux marges de la société qu'on considère pas qu'elles ont la même valeur que d'autres vies. Puis c'est un peu ça, je pense que l'intersectionnalité souligne le fait qu'il y a des vies qui sont considérées comme étant le baromètre de tout. Tu sais, bon, la blanchité, être cisgenre, être d'un certain milieu, alors que ces vies-là sont complètement exclues, ne sont pas des vies qui méritent la peine. C'est des vies qui, c'est pas grave si ces personnes disparaissent. Tu sais, on sait que, tu sais, les femmes autochtones, le meurtre des femmes autochtones sont pris beaucoup moins au sérieux que, par exemple, la personne, on voit les couvertures médiatiques très, 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 très fortes quand il y a une personne blanche d'une certaine classe qui va disparaître ou qui va subir quelque chose. Donc, c'est vraiment, les couvertures médiatiques, je trouve, en disent beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me venait beaucoup en tête par rapport à ça. Puis peut-être un autre point que j'aimerais rajouter par rapport au féminisme en 2023, c'est l'impact, toutes les discussions qu'il y a eu autour du projet de loi 21 et le fait que, tout le débat sur les signes religieux, les accommodements raisonnables, donc le fait que des femmes qui portent le voile ne pourraient plus aller enseigner, ne pourraient plus aller travailler dans des secteurs publics. Donc ça aussi, c'est quelque chose de particulier. Puis l'intersectionnalité, je trouve que l'exemple du voile amène vraiment une nuance intéressante. Tu sais, on voit qu'on peut pas homogénéiser c'est quoi le voile, c'est quoi la signification du voile. Tu sais, par exemple, si on regarde ce qui se passe en Iran versus ce qui se passe au Québec, le voile n'a pas du tout la même signification, n'est pas porté pour les mêmes raisons. On peut pas homogénéiser ça puis avoir certains symptômes de sauveur de personnes blanches, de dire on va leur demander d'enlever le voile puis là elles vont être émancipées. Tu sais, c'est un symbole qui a c'est quelque chose qui a de la valeur pour ces personnes qui le portent. Puis on donne pas la voix aux personnes voilées, aux femmes voilées, qu'elles s'identifient comme féministes ou non, de s'exprimer dans la sphère médiatique. Donc ça aussi, je trouve que c'est un exemple de lutte important dans les dernières années. Que je peux t'envoyer Oui, vas-y, Camille Esther, oui. Oui, tout d'abord, merci Tara pour tes commentaires, c'est extrêmement pertinent. Je trouve que qu'est-ce qui est important aussi de considérer, c'est qu'on a parlé notamment des enjeux de violence. Lorsqu'on a une identité à la fois intersectionnelle, il y a plusieurs enjeux qui sont tenus en compte et notamment le rapport que nous avons aussi envers notre propre communauté ou nos plusieurs communautés. Et je donne un exemple. Lorsqu'on parle de féminicide, plusieurs femmes, notamment il y a des femmes racisées, des femmes noires aussi, qui ont perdu la vie, notamment à cause de violences conjugales. Et ça m'amène à un point aussi que parfois, par exemple, que ce soit des femmes noires ou des femmes racisées ou des femmes queer, quand on veut dénoncer, là je parle du côté violence conjugale, étant dans la communauté LGBT,
des fois, on n'ose pas nécessairement dénoncer parce qu'il y a aussi des préjugés que la violence conjugale entre femmes, ça n'existe pas, que la violence peut pas se faire, et surtout aussi lorsqu'il est temps d'aller dénoncer, ben on pense que c'est juste des du terme une chicane de filles. Non, il y a clairement des violences qui se font, et ça, c'est un enjeu parfois, c'est un sujet tabou qui doit être discuté dans nos communautés, tout comme, par exemple, une femme noire qui vit une violence conjugale d'un homme noir et qui n'ose pas dénoncer à la police parce qu'il a cette intersection qu'on ne veut pas renforcer le racisme envers les hommes noirs dû en raison du profilage ou de la discrimination, mais en même temps, on est victime. On peut être victime de ces situations-là. Et donc, c'est comment assurer d'avoir la discussion, d'avoir des espaces sécuritaires et comment apporter cette discussion-là. Parce que, et merci Marie-Claude d'avoir nommé ces enjeux de féminicide et de violence, parce que malgré qu'on est issu de la diversité, malgré aussi qu'on veut avoir des causes, qu'on veut amener des causes de l'avant, on ne peut pas négliger que malheureusement, dans nos propres communautés, il y a des violences et il faut l'adresser. Mais de là, c'est comment et comment assurer qu'on peut être plus, comment assurer aussi que ces discussions-là puissent être sécuritaires sans qu'elles puissent être contrôlées dans la main d'une autre majorité et qui pour renforcer un stéréotype qui peut se faire. Donc, je ne sais pas si on n'est pas obligé de se lancer dans ces discussions-là, mais je trouve que c'est important de l'apporter. Puis, ma question, c'est comment on peut s'assurer, puis comment on peut le faire, en fait. Marie-Claude, je pense que tu as quelque chose à ajouter. Ben, en fait, oui, c'est ça, c'est de laisser la parole, hein, donc que ce soit les femmes voilées, racisées ou autres, dans le fond, de laisser ces personnes-là, ces personnes-là sont les expertes de leur réalité, donc nous les laisser eux-mêmes les expliquer et trouver aussi des solutions d'intervention, parce que souvent, comme intervenante, si j'essaie d'intervenir dans une communauté qui n'est pas la mienne, même si je prends des informations, je vais avoir des biais importants et mes interventions ne seront pas d'abord complète, j'aurai pas une compréhension aussi qui va avoir des angles morts, puis aussi c'est que ça sera pas adapté. On le sait par exemple avec les personnes autochtones, là, dernièrement on a vu comme réapparaître les cercles de parole, des méthodes d'intervention qui étaient directement dans leur tradition, puis le peuple reprend un pouvoir aussi dans ce temps-là. Donc ça c'est très important, là. J'aimerais te relancer, Marie-Claude, sur quelque chose que je trouverais intéressant. Tout à l'heure, Tara parlait d'être une femme queer dans les grands centres, c'est une chose, mais lorsqu'on l'est dans des petites régions, c'est autre chose. Tu es quand même dans une petite région, si on peut se permettre, Kamouraska. C'est quoi la réalité des femmes queer dans ton coin vis-à-vis ces dossiers-là? Bien, c'est une grande question, là. J'ai pas nécessairement des données probantes à ce sujet-là, mais par contre, une des grandes différences, c'est qu'on n'est pas anonyme, que moi, je vois plutôt au côté positif. Donc, par exemple, moi, je prends souvent l'exemple de Safia Nolin qui reçoit une tonne d'insultes sur les réseaux sociaux et qui disait, ça m'a grandement frappé, qu'elle ne reçoit à peu près jamais d'insultes en personne. Donc, c'est un peu le phénomène qu'on vit en région. C'est beaucoup plus difficile d'insulter une personne que tu connais. Et en région, si tu ne connais pas directement cette personne-là, tu connais nécessairement un membre de sa famille. Donc, je dirais que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Difficile, c'est d'avoir des lieux pour se rencontrer. Donc, ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est ce qui ressort beaucoup. Puis aussi, évidemment, qu'il y a une hétéronormativité là, qui est très forte. Mais je pense qu'au niveau de la violence, plus les micro-violences, tout ça, c'est peut-être moins direct. Ouais, c'est super intéressant parce que quand j'avais fait une recherche, il y avait encore une fois, je m'étais fait critiquer à cause de mon montréalocentrisme, comme il y avait une personne à qui je passais en entrevue qui venait des îles de la Madeleine, puis elle est comme, alors arrête donc de passe pas, on n'est pas comme tout le temps en région, tu t'es pas tant de pitié, tu dis déjà en région, tu sais comme Montréal aussi c'est une région là. Fait que là en tout cas là aussi je m'étais fait tu sais comme remettre un peu à ma place, que ce que je trouve intéressant était comme justement tu sais comme je me suis jamais fait insulter aux îles de la Madeleine parce que je connais tout le monde, j'ai ma petite crowd queer, alors que, tu sais, à Montréal, c'est plus anonyme, fait que je reçois beaucoup plus de commentaires problématiques, fait que, tu sais, c'est intéressant, en effet. Il y a quelque chose que j'ai lu ce week-end on a le temps de le faire, que j'ai lu ce week-end dans un article, là, je peux pas me rappeler qui l'a écrit, mais c'est pas la première fois que j'entendais ça, où parfois, quand on est dans l'intersectionnalité, on oublie certaines femmes blanches qui sont monoparentales, vivent de façon très difficile leur vie de par ce qu'elles sont. Et parfois, elles sont oubliées. Est-ce que c'est vrai?
En fait, Si je justement, peux. tantôt... Oh, pardon. Oui, Camille, oui, Non, 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 vas-y, go queen. Justement, c'est drôle, Martin, que tu dises ça, puisque c'est ce que je me disais tout à l'heure. En fait, évidemment, on est dans une émission qui s'appelle L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Donc, on parle beaucoup des enjeux reliés à la diversité sexuelle et de genre. Mais tout à l'heure, je me disais, pour faire vraiment un parallèle donc avec ces problématiques-là qu'on vit, les personnes de ces communautés-là, avec la journée donc du 8 mars, je me disais oui, c'est ça, c'est de trouver comment faire le lien, comment aussi mettre en valeur les luttes de ces femmes-là aussi qui vivent finalement encore aussi des enjeux là, tu sais en fait les femmes blanches cis hétéros justement par exemple monoparentales et tout ça vivent elles aussi des violences, des enjeux, rencontrent des problématiques, elles sont elles aussi, finalement, elles ont encore le droit de parole, j'ai envie de dire, là. Puis, faut trouver un moyen, en fait, je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est vraiment important, justement, de travailler ensemble. Puis, je n'entrerai pas dans le sujet des TERF, donc les féministes qui excluent donc les personnes trans et tout ça, mais je pense que justement ça démontre juste que faut vraiment travailler toutes les femmes ensemble pour c'est ça, pour mettre en valeur toutes les difficultés que chacune on vit, puisque on peut pas comprendre non plus à 100% les réalités d'une personne que nous-mêmes on ne vit pas. Camille Esther, tu voulais réagir, puis je pense que Tara veut aller aussi. Camille Esther? Oui, ben, je trouve que c'est un sujet quand même intéressant si on comprend bien qu'il y a des femmes à la peau blanche, monoparentales, qui parlent de cet aspect intersectionnel. Je trouve que leur place est tout à fait légitime aussi d'en discuter parce que c'est une certaine réalité, notamment, surtout si on parle d'enjeux de classe économique et de l'accessibilité aux femmes. Et que pour moi, j'ose ouvrir la porte, puis leur réalité et leur enjeu est autant valide. Et encore une fois, ça revient dans l'aspect intersectionnel. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs intersections, qu'on est plus, oui, qu'on peut vivre beaucoup plus d'obstacles, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a moins d'intersections est moins valide dans son vécu. Ce n'est pas une question d'addition 1 plus 1 plus 1, c'est plutôt l'entrecroisement. Parce que moi, moi, autant que tel, par exemple, oui, par exemple, que je peux être une personne solo-maman ou monoparentale, mais je peux être dans une situation économique que je peux me le permettre, alors que d'autres ne le peuvent pas se le permettre. Mais ça ne change pas le fait qu'elles peuvent devenir un privilège auquel elles ne vivent pas le racisme que moi, je peux vivre. Et ça, ça n'invalide pas, c'est différent, mais c'est important de reconnaître ces réalités-là. Et donc, quand on parle d'intersectionnalité, l'aspect de classe sociale, ça joue, ça fait un enjeu notamment là-dedans. C'est dit très habilement. Vraiment. Ben, c'est intéressant. Je trouve que ce que tout ça, ça met en lumière aussi, c'est le risque du tokenisme, un peu, de l'intersectionnalité. Bon, dans certains milieux, on parle pas avec la CAQ, évidemment, c'est trendy, en parenthèse. Puis, tu sais, on veut montrer qu'on est diversifié. Fait qu'on va prendre une personne qui croise le plus de minorités possible, on va la mettre en avant pour faire un peu pour avoir une bonne image. Donc, pour avoir une certaine bonne image de marketing, donc une visibilité un peu vide, puis un certain risque de tokenisme, alors que, tu sais, les enjeux économiques sont pas aussi trendy, disons, tu sais, comme on va pas mettre une personne, bon, par exemple, blanche, pauvre de l'avant, les enjeux économiques sont plus effacés, sont moins visibles, donc on peut pas les utiliser pour en faire un poster, mettons. Oui. Camille, si je peux me permettre, là, ouais. Il y a un point vraiment pertinent quand tu apportes le côté tokenisme. Puis ça, c'est un peu l'exemple. Là, je donne un exemple. Là, c'est des femmes que j'admire énormément, mais par exemple, c'est pas nécessairement la communauté LGBT, mais si on voit par exemple Michelle Obama ou Oprah, c'est souvent deux modèles qu'on met de l'avant, mais c'est des milliards. Il y en a une qui est milliardaire, il y en a une autre que ça a été la première femme de la Maison-Blanche. Et donc, je fais juste ce parallèle par rapport des fois que parfois, il y a des gouvernements justement qui veulent apporter la question de la diversité, mais ça, c'est une diversité parmi d'autres diversités, et souvent, cette diversité-là a eu plusieurs privilèges pour se rendre jusque-là, notamment. Et ça ne veut pas dire que son parcours est moins bon, ça ne veut pas dire qu'elle a moins travaillé, au contraire, elle est admirable, elle est très inspirante, mais c'est le chemin qu'elle a eu et les espaces qu'elle a eu et les accessibilités qu'elle a eu simplement, par exemple, en éducation, en situation économique.
ben, ça joue un jeu. Et juste par exemple, je connais, moi, des femmes noires queer, on est deux femmes noires queer, on habite dans la même ville de Québec, mais par exemple, moi, quand je suis sortie de l'université, j'ai pas eu de dette, alors qu'elle en a eu. Et ça crée un impact aussi dans la continuité de notre vie et de notre carrière. Et ça, je trouve que c'est important d'adresser ça. Est-ce que ça veut dire que c'est un aspect absolument intersectionnel? Je trouve que c'est important d'en discuter, mais on peut pas nier ça parce qu'encore une fois, nos diversités ont des vécus différents, ont des backgrounds différents. Et je donne juste aussi un autre exemple. Moi-même, issue de l'adoption, être une personne adoptée, on connaît les codes. Fait que ça, c'est un enjeu qui joue. Wow, on va terminer avec Camille Esther. Merci beaucoup. Je sais que Marie-Claude voulait parler, mais on va se reprendre certains. Quelle belle émission. Vous m'avez appris beaucoup de choses. Merci à vous toutes. Tana Charadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Victoria Legault, membre du conseil d'administration de l'ATQ. Camille Esther Garon, membre présidente du GRI Québec, du conseil d'administration du GRI Québec. Évidemment, ma très chère Marie-Claude Joannis, qui est une collaboratrice à notre émission, qui nous rejoignait donc de Kamouraska. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabotauteur. Alors, j'espère que j'ai pas pris trop de place dans cette émission-là. C'était le but de laisser parler, de donner la parole, de laisser la parole aux femmes, aux personnes identifiées femmes. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce lundi 8 mars à l'occasion de la journée mondiale. J'ai dit 6 mars, oui, c'est le 6 mars, à l'occasion de la journée internationale des luttes pour les droits des femmes. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de participer à notre concours pour gagner un T-shirt qu'on va faire, des T-shirts qu'on fait tirer le 13 mars. heureciel@outlook.com. Et merci à toute l'équipe de Canal M, notamment France Dauphin à la recherche et Maurice Bolduc à la mise en onde et Julie Curley qui a fait la musique de cette émission. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine.